France est en train de vivre son plus grand fiasco industriel, l'EPR de Flamanville. Ce projet industriel était le plus grand d'Europe et devait littéralement sauver l'économie du pays. Flamanville, c'est un chantier que le monde entier regarde. C'est le chantier modèle de la renaissance du nucléaire. Création d'emplois, indépendance énergétique, porte-étendard de la suprématie française dans le nucléaire. La liste de ces promesses est longue. Pourtant, 20 ans et des dizaines de milliards d'euros plus tard, ce gigaprojet n'est toujours pas livré. C'est qu'EDF n'a plus construit aucun réacteur nucléaire depuis 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre une gestion de projets catastrophiques, des luttes de pouvoir, des sabotages internes et des mensonges politiques, voici toute l'histoire horrible de l'EPR de Flamanville. Ou comment transformer une fierté européenne en le plus grand naufrage industriel de l'histoire moderne. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et pour bien comprendre, retour en 1974. 1974, le monde est frappé par le premier choc pétrolier. L'État français se rend compte que bâtir une économie sur du pétrole quand on n'en possède pas est une très mauvaise idée. Et vu que des gisements ne poussent pas par magie, l'État français opte pour une solution inédite, le tout à l'atome. En 15 ans, la France a construit 58 réacteurs nucléaires disséminés dans 19 centrales. Tellement qu'elle dépasse l'URSS en nombre de centrales nucléaires. 70 à 75% de l'électricité française vient du nucléaire, le plus haut niveau jamais enregistré. Ces centrales produisent tellement d'énergie que la France vend son excédent à ses voisins. L'expertise nucléaire du pays s'arrache aux 4 coins du monde. L'Afrique du Sud et l'Iran en 1977, la Corée du Sud en 1980 et la Chine dans les années 90. En 92, EDF et Framatome, les deux piliers de l'État français dans le nucléaire, s'associent avec l'allemand Siemens pour présenter l'EPR pour European Pressurized Reactor. Ses performances sont délirantes. Il consomme 20% d'uranium en moins et a une durée de vie de 60 ans, contre 40 ans pour les réacteurs d'époque. Sauf que les années 90, c'est aussi la montée en puissance des gouvernements antinucléaires en France et en Europe. Ça coûte cher, ça génère des déchets radioactifs impossibles à traiter. Le problème, c'est que même s'il n'y a plus de réacteurs et qu'on a tout arrêté, vous êtes toujours coincé avec les déchets. Et il n'y a aucune solution pour ces déchets. Il n'y en aura jamais. Et avec l'accident de Tchernobyl, l'opinion publique les voit comme des bombes à retardement. Les projets nucléaires sont mis au placard et les investissements coupés. Pendant 15 ans, la France ne construit aucune centrale nucléaire. Ce n'est qu'en 2006 qu'une nouvelle centrale nucléaire est annoncée. L'EPR de Flamanville. C'est le plus puissant réacteur jamais construit dans l'Hexagone. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, la voix, j'ai la bouche toute sèche. Voilà, un grand moment d'émotion pour tout le monde. Les gens tremblent. Voilà. Il peut fournir 1650 MW contre 1450 MW pour son prédécesseur à Choose. À lui seul, il peut alimenter 2 millions de foyers pendant 1 an. Les chiffres du projet donnent le vertige. Plus de 470 000 tonnes de béton, soit environ 78 piscines olympiques de béton, 47 000 tonnes d'armature, soit 4,6 fois le poids de la Tour Eiffel. Plus de 4000 km de câbles, assez pour relier Paris à New York. Il est conçu pour résister à tout. Des crashs d'avions, des tirs de missiles, des attaques armées. Et même en cas de fusion du réacteur, il n'explosera pas comme celui de Tchernobyl. En 2006, EDF annonce que le projet va coûter 2 fois moins cher que les anciennes centrales, 3,3 milliards d'euros, et sera opérationnel après 5 ans, soit en 2012. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Les travaux débutent en 2007, et dès le départ, ça commence mal. Mais avant d'en parler, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. En octobre 2010, EDF annonce un retard de 2 à 3 ans. Moins d'1 an plus tard, 2 salariés de Bouygues perdent la vie sur le chantier. La date de livraison est repoussée à 2016. Puis 2017, ensuite 2022, et la liste continue.
En 2020, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, inspecte le chantier pour découvrir qu'EDF ne respecte pas les standards de construction. Il faut reprendre 53 soudures, alors que 2 ans plus tôt, EDF a repris 150 autres soudures. Le chantier est repoussé une fois de plus. À chaque report, la facture s'allonge. Je le rappelle, mais au départ, EDF parlait de 3,3 milliards d'euros. Un an plus tard, en 2008, 700 millions sont ajoutés, portant le tout à 4 milliards. Et en 2026, devinez à combien on en est. 23,7 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Presque autant que le déficit de la sécurité sociale. Pour EDF, ce montant est exagéré et tourne plutôt autour de 13 milliards d'euros. Personne ne sait vraiment combien ce projet a coûté et combien il va coûter. L'EPR de Flamanville est un gouffre financier sans fin. Au moment où je prépare ce documentaire, on est en juillet 2026, 20 ans après l'annonce du projet, 14 ans après la date de livraison initiale. Devinez quoi ? Il n'est toujours pas fini. Par contre, il ne faut pas être de mauvaise foi. L'EPR de Flamanville est raccordé au réseau électrique depuis décembre 2024 et devrait être pleinement opérationnel, au mieux, en 2027. Avec tous ces délais et l'explosion de la facture, une autre question apparaît. Est-ce que ce réacteur nucléaire sera rentable ? Car oui, c'est financé avec de l'argent public, mais après il doit faire rentrer de l'argent en vendant de l'électricité. D'après les calculs de base d'EDF, la centrale devrait vendre le mégawattheure à 46 € et être rentable. Or, dans la commission de régulation de l'énergie, le prix final sera d'au moins 110 € par mégawattheure. C'est beaucoup, quasiment 2 fois plus que le prix du marché, environ 61 € par mégawattheure. Autrement dit, à part un miracle ou des subventions massives, l'EPR de Flamanville ne sera ni rentable ni compétitif. Je résume rapidement. La durée de construction est passée de 5 ans à 20 ans. Le budget a été multiplié par 4 à 6 selon les estimations, et la centrale nucléaire n'est pas du tout compétitive. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce projet a connu autant de problèmes alors que la France est une championne du nucléaire ? La réponse se trouve dans un rapport qui est passé quasi inaperçu à sa sortie. Le rapport Folls. Et si j'en parle, c'est parce qu'il contient une mine d'or pour comprendre pourquoi ce projet n'aurait de toute façon jamais pu respecter son cahier des charges. 5 raisons se détachent du lot. Au début de ce projet, la France n'avait absolument pas de compétences dans la construction de centrales nucléaires. C'est paradoxal, parce que j'ai dit en début de vidéo qu'elle était numéro 2 mondial du domaine dans les années 80-90. Où sont partis les travailleurs qui ont bâti les premières centrales ? Eh bien, ils sont partis à la retraite et les jeunes n'ont pas pris la relève. Le dernier réacteur construit avant Flamanville, c'était celui de Civaux 2 en 1991. Or, l'EPR de Flamanville a été lancé en 2007. Ça fait 16 ans à ne rien faire pour les profils spécialisés dans l'industrie nucléaire. Pour les jeunes, pourquoi se former dans un domaine sans débouché ? Autre facteur qui explique la perte d'expérience, c'est le bal des décisions politiques. En 1997, le parti écologiste, les Verts, arrive au pouvoir sous le Premier ministre Lionel Jospin. L'une des premières actions des écologistes est de mettre un terme au plus grand projet industriel nucléaire du pays, le surgénérateur de Creil-Malville. Des années d'investissement, de recherche et de savoir-faire industriel nucléaire jetés à la poubelle. En 2002, les nouveaux dirigeants français changent de fusil d'épaule et votent en 2005 une loi ordonnant l'ouverture de plus de centrales. Mais en 2015, nouveau virage anti-nucléaire. Ce n'est qu'en 2022, sous Emmanuel Macron, que le nucléaire revient définitivement en odeur de sainteté auprès de l'exécutif. Ça fait plus de 30 ans d'incertitude. Pour un jeune, se former dans les métiers de l'atome est un gros risque, et aucun industriel ne veut investir des millions d'euros dans cette technologie pour qu'on lui dise de les jeter 3 mois après. Un endroit où le manque de compétences françaises s'est fait cruellement ressentir, c'est dans la soudure. Il n'y a pas assez de soudeurs spécialisés et compétents sur tout le territoire, et ça a lourdement impacté le projet. En 2018, EDF découvre que 150 soudures situées à des endroits critiques sont défectueuses. Il faut les refaire. Rien que ça a pris 4 années complètes et nécessite l'usage de robots télécommandés hors de prix. En 2022, EDF a carrément embauché des soudeurs américains pour refaire une fois de plus les soudures des Français. Et c'est pareil pour le top management. Personne ne se souvenait de comment gérer des projets aussi complexes. Et c'est ça qui explique en partie la raison numéro 2. En lisant le rapport Folls sur le projet, j'ai découvert quelque chose de choquant. Il n'y a pas eu de chef de projet dédié pour superviser le chantier de l'EPR pendant 8 ans. De 2007 à 2015, la gestion du projet était confiée à des personnes ayant d'autres responsabilités en parallèle.
Ça peut paraître anodin, mais ça montre que jusqu'en 2015, ce projet n'était pas une priorité. Une autre décision est venue empirer la crise de gestion, la limitation du nombre de contrats par chantier. L'idée était de limiter le nombre d'intervenants à coordonner et de les regrouper en grands groupes. Rien que pour la construction de la dernière partie du réacteur de Shoes, il y avait plus de 500 intervenants. Avec cette nouvelle organisation, EDF délègue la supervision de ses intervenants à de grands fournisseurs comme Bouygues ou Alstom. Sauf qu'eux aussi n'avaient aucune idée de quoi faire et n'avaient pas la maîtrise pour évaluer les équipements livrés. Pour ne rien arranger, la réglementation n'a cessé d'évoluer, ajoutant encore plus de confusion. Après l'accident de Fukushima en 2011, de nouvelles lois sont entrées en vigueur pour protéger les centrales des risques sismiques et d'inondations. Le problème est qu'elles obligeaient à modifier des pièces mécaniques parfois fabriquées des années plus tôt. Puis en 2015, la France a adopté une loi destinée à réduire la part du nucléaire à 50%, jetant encore plus le flou sur l'avenir du projet. Officiellement, le budget et le délai de l'EPR sont basés sur les travaux de la 4e partie de la centrale de Shoes. Sauf que quand on y jette un œil, le mensonge saute aux yeux. Les 2 réacteurs du palier numéro 4 de Shoes ont nécessité 142 mois pour être construits, soit environ 12 ans. Et côté budget, on parle de plus de 6 milliards d'euros. Sachant ça, pourquoi EDF a-t-elle annoncé 5 ans et 3 milliards pour une technologie nouvelle? Personne ne sait. C'est encore plus incompréhensible quand on sait que l'EPR de Flamanville intègre des améliorations techniques par rapport au palier numéro 4 de Shoes. Par exemple, une double enceinte de confinement et une chaudière nucléaire faite en béton de 2,6 mètres d'épaisseur. Une membrane métallique géante de 250 tonnes qui doit empêcher la vapeur radioactive de sortir en cas d'accident. Ou encore un circuit de récupération des matériaux en fusion pour éviter des fuites de magma à la Tchernobyl en cas de fusion du cœur. Toutes ces innovations coûtent cher et demandent de l'ingénierie en plus. Or, EDF les a complètement ignorées dans sa planification. Les causes sont multiples, on pourrait écrire un roman. L'EPR de Flamanville, qui est une tête de série, c'est-à-dire L'EPR de Flamanville est ce qu'on appelle une tête de série, c'est-à-dire le tout premier exemplaire construit à partir de plans de conception théorique de l'EPR. Ça, vous l'entendez partout. Mais là encore, c'est à prendre avec des pincettes. L'EPR de Flamanville n'est ni le premier à être construit, ni le premier à être entré en service. Le premier chantier d'un EPR a débuté en Finlande en 2005 par Areva. Et les 2 premiers EPR entrés en service sont les Chinois de Taishan 1 et 2 en 2018. Flamanville est donc le 3e à être construit et le 4e EPR à être mis en service. Pourtant, les équipes terrain ont commis des erreurs de débutants alors qu'elles pouvaient déjà bénéficier de retours d'expérience. Vous trouvez ça absurde? Attendez de découvrir la raison. Pour l'EPR de Finlande, c'est Areva qui était chargé du chantier. Et si aujourd'hui Areva fait partie d'EDF, à l'époque les 2 sociétés étaient concurrentes. Les 2 étaient positionnés sur le même secteur, les 2 contrôlés par l'État. Bon, EDF, compte tenu de son expérience, parce que EDF a quand même construit 58 réacteurs en France. Donc EDF nous semblait présenter toutes les garanties, beaucoup plus de garanties qu'Areva en tout cas. Fatalement, ça a fini par faire naître des conflits d'ego entre leurs dirigeants. Personne n'acceptait de recevoir des ordres de l'autre. Areva a envoyé ses ingénieurs qui travaillaient sur l'EPR de Finlande directement sur place pour les couper d'EDF. En retour, EDF a caché ses plans d'ingénierie. 2 cas illustrent bien les problèmes causés par cette guerre fratricide. En 2015, l'autorité de sûreté nucléaire découvre qu'Areva a falsifié les dossiers de fabrication de certaines pièces à EDF. Résultat, il a fallu les refaire. 3 ans plus tard, en 2018, EDF se rend compte que les flux d'eau dans la cuve de l'EPR de Taishan provoquent des vibrations dangereuses. EDF enterre le dossier pour éviter une polémique et ne pas avertir Areva. Aucune des 2 entreprises ne voulait partager le dossier industriel avec l'autre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce projet est un échec? Oui, mais, parce qu'il y a un gros mais. L'EPR de Flamanville a servi de preuve de concept, et l'État français prévoit de construire entre 6 et 14 nouveaux réacteurs dans les années à venir. Les compétences et le savoir-faire industriel acquis permettront d'accélérer la construction des autres projets. Et pendant que la France se lance à grands pas dans le nucléaire, d'autres nations font le choix inverse. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir la technologie qui va bientôt remplacer l'atome.